Bonjour mesdames et messieurs, il est 13 h, merci de nous rejoindre sur RTI 1, voici les titres de votre journal. La grande faucheuse a endeuillé la Côte d'Ivoire, le monde entier même, depuis le 12 août dernier où Arafat DJ, le Daichi Khan, est mort dans un accident de moto. Il est inhumé ce samedi au cimetière de Williamsville après une veillée artistique au stade Félix Houphouët-Boigny. Le roi du coupé-décalé a été décoré dans l'ordre du mérite national. Grand Bassam envoie d'être un pôle du cinéma en Côte d'Ivoire. La cité balnéaire vient d'abriter la première édition des Récifs, les rencontres cinématographiques du phare. Un rendez-vous porteur d'espoir pour le 7e art qui a enregistré la présence du vice-président de la République, Daniel Cablon-Duncan. Le TICAD7 qui se tenait à Yokohama a refermé ses portes hier vendredi en marge de la 7e conférence sur le développement de l'Afrique. Amadou Gon Coulibaly a été reçu en audience par le Premier ministre japonais Shinzo Abe. Au centre des échanges, le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Japon. L'heure de se dire au revoir. Douloureuse est la séparation. Séparation définitive. Mais le passage est obligé. DJ Arafat, l'Apache 8500 volts, est inhumé ce samedi au cimetière de Williamsville en présence de plusieurs membres du gouvernement, de célébrités du monde de la musique et du sport et de milliers de fans venus lui témoigner un amour éternel. Ouan Ange Didier est mort, je le rappelle, dans un accident de moto ici à Abidjan. C'était le 12 août dernier. À suivre, vue aérienne de la procession suivie de l'inhumation. Plusieurs milliers de fans ont fait le déplacement au stade Félix Houphouët-Boigny pour rendre un dernier hommage au roi du coupé-décalé, DJ Arafat. Ne jugeons cet enfant que par rapport à ce qu'il a fait sur le plan artistique. Moi je vois tous ces jeunes-là qui sont venus lui démontrer qu'il n'était pas seul dans son combat de hisser très haut le drapeau de la musique urbaine ivoirienne, du coupé-décalé particulièrement. Je suis un tout petit peu soulagé. En effet, c'est un ami et voilà, moi aussi je suis venue de Paris pour rendre hommage à Arafat, à la fois à mon frère et aux grands artistes. Le choc du décès a plongé plus d'un dans un chaos total. L'émotion était au rendez-vous ce matin encore au stade Félix Houphouët-Boigny lors de la levée de corps. La star du coupé-décalé a été décorée à titre posthume par le ministre de la Culture, Maurice Bandaman. C'est dans l'émotion et la tristesse que le cortège funèbre a pris la direction du cimetière de Williamsville. Un trajet mouvementé qui a duré environ 1 heure avec une foule importante qui était massée tout le long du parcours. La souffrance ressentie a fait vivre des émotions violentes. Le décès de la star du coupé-décalé a déclenché un cataclysme de sentiments d'une intensité inouïe. Une expression populaire dit qu'on se rend d'autant plus compte de ce que l'on avait une fois qu'on l'a perdu. Dans le cadre des obsèques de DJ Arafat, le sentiment de vide que laisse le défunt Ange Didier Ouan met en lumière l'importance du lien partagé avec lui. Les Ivoiriens sont sortis nombreux pour dire un dernier adieu à Ange Didier Ouan, dit DJ Arafat. Moment plein d'émotion et d'une immense tristesse. Adieu l'artiste. Et malheureusement, nous l'avons appris, juste après sa mise en terre, la tombe de l'artiste Arafat DJ a été profanée par des fans déchaînés. Automatiquement, des mesures exceptionnelles de sécurité ont été prises. Il rêvait de se produire au stade Félix Houphouët-Boigny, mais c'est le monde entier qui se réunit dans ce même stade pour le célébrer, lui dire au revoir une dernière fois. Dans la nuit d'hier à aujourd'hui, longue soirée d'hommage, de prières et de recueillement avant l'inhumation de Thémistocle Arafat DJ, le roi du coupé-décalé. Ses fans ont tenu à être présents cette nuit pour cette veillée artistique. Ils étaient des dizaines de milliers aux côtés de la famille et des proches de l'illustre disparu. Fans et officiels saluent une dernière fois la mémoire de l'artiste. Pour l'hommage national au Yorobo, ses fans ont réclamé le stade Félix Houphouët-Boigny. Les autorités ivoiriennes ont accédé à leur demande. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les Chinois, comme on les appelle, et le comité d'organisation ont réussi le pari de la mobilisation.
À l'arrivée des officiels avec à leur tête le ministre d'État Ahmed Bakayoko, le stade est déjà plein et une ambiance des grands jours les attend. Quoi de plus normal quand il s'agit de rendre un ultime hommage à DJ Arafat, artiste désormais classé au rang de légende de la musique ivoirienne. Ils ont essayé de me tuer, mais je reste vivant. Vous ne pourrez rien parce que je demeure le... Le ministre de la Culture et de la Francophonie exprime la reconnaissance de la nation au roi du coupé-décalé, celui qui a fait rentrer ce mouvement dans une deuxième dimension après l'ère d'Ouksaga. Si le reggae est né longtemps avant lui, ce fut pourtant Bob Marley qui rendit le reggae mondialement célèbre. DJ Arafat n'est pas le créateur du coupé-décalé, mais c'est lui qui, par son talent et son génie propre, le rend mondialement célèbre. Sur le tas, Ange Didier Ouon a appris à composer, à arranger la musique. Il put ainsi fortement transformer le coupé-décalé. À travers un témoignage d'amour à leur père, 3 des 5 enfants de Ouon Ange Didier font monter le mercure de cette veillée artistique riche en émotions. Papa, tu es parti trop tôt, trop vite et trop brusquement. Mais tu resteras à tout jamais dans notre cœur. Nous t'aimerons toujours et tu seras pour toujours notre Yoruba. Merci. Merci Lachi. Vous êtes les meilleurs. Sur la scène, les stars de la musique ivoirienne et africaine se succèdent. Le public, qui n'en demande pas mieux, vibre. Dans la foulée, Sidiki Diabati, la vedette malienne, Amidou Daïchikan, appelle sur scène le ministre d'État, Ahmed Bakayoko, père et parrain du Zeus d'Afrique. Yoruba, c'était mon fils, c'est mon fils et je l'assume. Ils ont voulu me tuer, mais je reste vivant. Les gens m'ont critiqué, mais tu es ministre, tu es ceci, et puis tu es avec un petit artiste. Mais ministre, oui, ça ne m'empêche pas d'avoir un cœur et d'aimer une valeur sûre de l'Afrique. Je l'assume. Jusqu'au bout de la nuit, les fans de DJ Arafat sont restés en éveil, en attendant de dire le dernier adieu à leur icône, le maître du coupé-décalé. Et c'est à 6h19 que la dépouille du Berussama est arrivée ce matin dans l'enceinte du stade Houphouët-Boigny après une nuit meublée d'hommages, de prises de parole et de concerts. Avant que la fête laisse la place à la tristesse, les fans du commandant Por Favor ont célébré leur idole jusqu'au petit matin. Aux côtés des chanteurs ivoiriens, plusieurs artistes phares du continent ont fait le show, comme le Congolais Fally Ipupa, les Nigérians J. Martin Sedavido et le Malien Sidiki Diakité. Un show à la dimension de l'illustre disparu au stade Félix Houphouët-Boigny. 26h pour rendre hommage à Didier Arafat, de son prénom Ouon Ange Didier. Les Chinois l'ont fait pour cette ultime séparation. Yoruba ou encore le Daïchikan aimait la vie et le travail. Ses collègues venus d'ici et d'ailleurs lui témoignent leur reconnaissance et font danser ses fans. Des prestations à la hauteur de l'espérance des Chinois et des personnalités. Ce que nous retenons, c'est qu'il a imprimé sa marque, il a vécu comme un lion et il est parti comme un grand. C'est une légende, c'est ce qu'on va retenir. On n'oubliera jamais, il sera toujours présent. C'est une personne vraie, c'est un modèle pour la jeunesse.
c'est quelqu'un qui a marqué la génération de la jeunesse. Donc c'est normal que nous venons lui rendre hommage. C'est pour cela que nous sommes présents. Il a marqué sa génération, mais c'est ça, il devient une légende. Il y a des hommes comme ça qui marquent une génération et sa mort brutale, son départ trop rapide, prive la jeunesse une fois de plus d'une icône. Et je voudrais aujourd'hui saluer sa mémoire et je voudrais saluer le président de la République qui a su donner une dimension à cette légende. Et on peut même se permettre de dire que c'est notre Johnny Hallyday. Moment clé, la soirée. L'artiste malien Sidiki Diabaté décerne son disque de platine qu'il vient de glaner à la famille de DJ Arafat pour sa constance et son impact sur le coupé décalé pendant 15 ans. Un geste apprécié par le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, qui en retour salue cette marque de considération pour l'icône du coupé décalé. Et je le disais, un acte est à déplorer. Nous l'avons appris ce matin, juste après sa mise en terre. La tombe de l'artiste Arafat DJ a été profanée par des fans déchaînés, mais automatiquement des mesures de sécurité exceptionnelles ont été prises. Voilà ce que l'on peut dire à l'heure qu'il est sur les obsèques de Daichi Khan. Nous en reparlerons très largement ce soir dans le 20h avec Marie-Laure Ungoran. Grand Bassam vient d'abriter les rencontres cinématographiques du Phare. C'était jeudi dernier en présence du vice-président de la République. Selon Daniel Kablan-Duncan, le gouvernement mettra tout en œuvre pour faire du cinéma un secteur porteur de l'économie ivoirienne. On retrouve Issaïo. Grand Bassam, transformé en capitale du cinéma ivoirien en une journée, panel, rencontre B2B et projection des films ont marqué la première édition des rencontres cinématographiques du Phare. Récif. Le cinéma ivoirien regorge de tous les ingrédients. On a de bons acteurs, on a de bons scénaristes, on a vraiment des personnes pétries de talent. Et je pense qu'il nous faut des vitrines en fait. On ne va pas à Cannes qui veut. Si des gens là-bas se sont déplacés jusqu'ici à Grand Bassam pour nous soutenir, c'est que quelque chose est en train de se faire. Quelque chose est en train de se faire pour ces cinémas-là. Ces rencontres, nées dans la ville historique, patrimoine mondial de l'UNESCO, sont le fruit d'un partenariat entre les villes de Nice, en France, et de Grand Bassam. La ville de Grand Bassam, c'est elle qui a hébergé le premier cinéma en Côte d'Ivoire. Enfin, il y avait une salle de cinéma en Côte d'Ivoire. Vu que c'était la première capitale historique, ça a d'autant plus de sens de faire renaître en fait cet art finalement ici. Donc, nous avons souhaité renforcer cette vocation de Carrefour des Arts et de la Culture en mettant en place donc, ce festival du cinéma, qui est un festival populaire qui redonne le goût aux populations d'aller à la rencontre du cinéma. Le cinéma ivoirien se porte bien. Il occupe le 5e rang en Afrique. Occasion pour le vice-président et le représentant du Premier ministre de réitérer la volonté du gouvernement de faire du 7e art ivoirien un levier important de son développement. En créant ces rencontres cinématographiques avec ses partenaires, les autorités de la ville de Grand Bassam affichent une ambition noble, faire de ce nouveau festival un grand événement international. Au-delà de ces aspects distractifs et culturels, cette manifestation vise à relever les importants défis de développement et d'éducation auxquels doivent faire face nos jeunes nations africaines. L'industrie du cinéma est un secteur important dans l'économie d'un pays. C'est un compartiment de l'économie qui permet à une nation de communiquer au reste du monde sa culture, sa civilisation et de vendre ainsi son image. En outre, le cinéma constitue une source considérable de création d'emplois, mais aussi de richesse. Le gouvernement, sous l'égide du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui reste très attaché à la valorisation de notre richesse culturelle, entend jouer sa partition dans la perspective de voir la Côte d'Ivoire se hisser au rang des premières nations dans l'industrie du cinéma. Après ce lancement, les festivités des rencontres cinématographiques du Phare vont se tenir l'année prochaine sur plusieurs jours.
De Grand Bassam, allons-y à Yokohama, au Japon, où s'est tenue la TICAD 7 du 28 au 30 août dernier. En marge de cette 7e conférence de Tokyo sur le développement de l'Afrique, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui représentait le chef de l'État, a été reçu en audience par le Premier ministre japonais Shinzo Abe. Au cœur des échanges, le renforcement de la coopération entre leurs deux pays, la Côte d'Ivoire et le Japon. Le reportage de nos envoyés spéciaux Lamine Dramé et Alexis Ouedraogo. Le chef du gouvernement ivoirien à la rencontre du Premier ministre japonais Shinzo Abe. En marge de la TICAD 7, les deux hommes ont eu ce samedi une séance de travail portant sur le renforcement du partenariat entre les deux pays. Amadou Gon Coulibaly a remercié le Premier ministre japonais pour sa visite en 2014 en Côte d'Ivoire, visite au cours de laquelle il a pu s'entretenir avec l'ensemble des pays de la CEDEAO. Nous avons eu tout d'abord à transmettre les salutations les plus cordiales du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, au Premier ministre japonais. Nous lui avons indiqué que le président aurait souhaité être là lui-même pour la TICAD 7, mais que pour des raisons d'agenda, il n'a pu le faire, mais qu'il sera là pour l'intronisation de l'empereur du Japon, ce qui donnera l'occasion au président de la République et au Premier ministre japonais d'évoquer toutes les questions liées à la coopération entre le Japon et la Côte d'Ivoire. Le Japon appuie la Côte d'Ivoire en plusieurs points qui devraient être renforcés. Déjà, il finance l'échangeur de l'amitié Ciseaux Carrefour Solibra et devrait appuyer de nouvelles infrastructures. Le Japon va financer 3 échangeurs sur le boulevard Mitterrand. Nous venons d'avoir un accord pour financer un pôle mère-enfant au CHU de Cocody. Nous avons demandé d'ailleurs qu'en plus de ce pôle mère-enfant au CHU de Cocody, que la coopération japonaise puisse voir comment réhabiliter le CHU de Cocody lui-même. Mais nous avons beaucoup insisté également, puisque c'était l'un des objets de la TICAD 7, sur la question de la présence du secteur privé japonais en Côte d'Ivoire. La signature du MOU avec Toyota augure je pense, d'une présence de plus en plus importante dans les années à venir d'entreprises japonaises en Côte d'Ivoire. Et vous connaissez leur qualité au plan technologique. Et je crois qu'il y aura un transfert de technologie également, et ce qui sera bénéfique pour la jeunesse ivoirienne. Notons qu'un Japan Desk a été créé au niveau du CPC en vue de faciliter l'installation d'entreprises japonaises dans le pays. Le chef du gouvernement, lui, s'est engagé à multiplier par 4 leur nombre d'ici la TICAD 8. Et vous l'avez vu, la délégation du Premier ministre est composée de plusieurs membres du gouvernement, de quoi accentuer leur offensive commerciale. En marge de la conférence sur le développement de l'Afrique, ils multiplient audiences et plénières ministérielles pour rapporter à la Côte d'Ivoire les plus grands succès. On retourne à Yokohama. C'est la première fois qu'elle découvre la Côte d'Ivoire, mais elle adore le chocolat. La Côte d'Ivoire en pleine offensive commerciale à Yokohama. Le gouvernement japonais s'est engagé à investir ces prochaines années un peu plus de 20 milliards de dollars sur le continent, une enveloppe que veut capter en partie le secteur privé ivoirien. Le Japon est caractérisé à son économie par l'existence de PME japonaises. Quand vous voyez des grandes entreprises, des grandes enseignes comme Toyota, comme Mitsubishi, tous ces enseignes travaillent avec des petites entreprises qui fabriquent le fauteuil, qui fabriquent le boulon. Et donc tout cet écosystème-là, il faut qu'on le transpose en Côte d'Ivoire pour qu'on puisse avoir un meilleur bénéfice pour notre économie. Le hall d'exposition de la TICAD 7 a reçu le chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly, qui n'a pas manqué de se faire ambassadeur de la destination Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous avons entre la TICAD 6 et la TICAD 7 une augmentation du nombre d'entreprises en Côte d'Ivoire, mais par rapport au potentiel que représente la Côte d'Ivoire, nous estimons que c'est faible. Donc dans la déclaration que nous avons faite hier, nous avons dit entre la TICAD 7 et la TICAD 8, il faudrait donc quadrupler le nombre d'entreprises japonaises en Côte d'Ivoire. Dans le cadre de la mise en œuvre de nos plans nationaux de développement, nous estimons que c'est le secteur privé qui doit être en première ligne dans le financement des investissements dans notre pays. Au terme de sa visite de stand, le Premier ministre a pris part à la cérémonie officielle de clôture de la TICAD 7. La rencontre internationale aura été fructueuse pour la Côte d'Ivoire.
On revient en Côte d'Ivoire. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME était jeudi en zone industrielle de Yopougon où il a visité les travaux d'extension de l'usine du groupe américain Cargill. Une usine construite sur une superficie de 8 hectares et que l'extension portera à 12 hectares, ce qui fera d'elle l'une des plus grandes usines de broyage de fèves au monde. On en sait plus avec Cheikh Koné Aboubakar. Ces travaux d'extension vont porter les capacités de l'usine de Cargill de 110 000 à 165 000 tonnes de fèves de cacao broyées, ce qui fera de cette unité industrielle de broyage la plus importante au monde. De quoi à positionner la Côte d'Ivoire à la place de premier broyeur de cacao devant les Pays-Bas. La Côte d'Ivoire, au-delà d'être le premier pays producteur de fèves de cacao, sera en fait le premier pays broyeur au monde, et avec la première usine ayant la capacité la plus importante. Je pense que ça, c'est la bonne nouvelle à annoncer aux populations. Comme vous le savez, le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a décidé, dans le cadre du PND, on dirait d'abord 2012, 2015 et 2016, 2020, de transformer de façon structurelle notre économie par l'industrialisation en mettant un accent particulier sur la transformation de nos produits agricoles. Les travaux d'extension ont prévu prendre fin en 2021, mais les premières installations vont ouvrir en avril 2020 et porteront à 138 000 tonnes la capacité de l'unité industrielle. Coût des travaux, 72 milliards de francs CFA et à la clé, une centaine d'emplois. La Côte d'Ivoire représentant 45% de la production. C'est un pays incontournable. Il y a une politique très agressive, très active d'inciter le broyage et l'industrialisation de la Côte d'Ivoire qui a été mise en place par le président de la République, auquel on a répondu favorablement. Beaucoup d'investissements sont prévus et donc on répond à cette politique gouvernementale d'augmentation de capacité. En 2018, selon les chiffres du groupement professionnel des exportateurs de café et de cacao de Côte d'Ivoire, GPEX, plus de 450 000 tonnes de fèves de cacao ont été broyées. L'ambition du gouvernement est d'atteindre en 2020 un taux de 50% de transformation de la production du cacao, estimé aujourd'hui à près de 2 millions de tonnes. Les résultats du BTS 2019 en Côte d'Ivoire ont été donnés hier vendredi. Taux de réussite nationale 58,7% contre 57% en 2018. Sur 55 436 candidats présents, 32 535 ont été déclarés admissibles. Grace Kando était présente à la proclamation pour RTI. 58,70%. C'est le taux d'admissibilité au brevet de technicien supérieur BTS en session 2019 contre 57% en 2018, soit une progression de 1,70%. Les candidats peuvent consulter les résultats sur la plateforme www.examenbts.net. Ces épreuves se sont bien déroulées dans les 115 centres répartis sur l'ensemble du territoire national. Nous devons également la réussite de cet examen à l'engagement et au sens de la responsabilité de tous les acteurs et partenaires de notre système d'enseignement supérieur. Les candidats disposent de 3 jours à compter du lundi 2 septembre pour introduire leurs réclamations. Pour ce faire, ils devront éditer leur relevé de notes en ligne uniquement sur le site www.examenbts.net et déposer leurs réclamations sur le même site. Selon le directeur général de l'enseignement supérieur, cette session 2019 du BTS a vu le renforcement de l'usage du numérique en vue de rendre cet examen plus crédible. Il s'agit notamment de l'inscription en ligne des candidats avec l'impression des convocations, de l'enrôlement et du contrôle biométrique et la délibération assistée par ordinateur. 5094, c'est le nombre de directeurs et personnels d'écoles privées qui ont vu leurs capacités renforcées. Une formation de 4 semaines qui a eu lieu au Centre national des matériels techniques à Cocody à l'initiative de la direction de l'encadrement des établissements privés. Sephora Zegui, Sidonie Davila. 5094 enseignants et personnels d'établissements scolaires privés renforcent leurs capacités. À travers cette formation, l'État veut améliorer la qualité de l'enseignement dans les établissements privés de Côte d'Ivoire. Nous donnons de la formation à ces jeunes
pour leur permettre d'abord de pouvoir préparer une leçon, dispenser la leçon, aller chercher une documentation pour construire une leçon solide. Pour les auditeurs, cette formation vient leur donner de la valeur et changer le regard de la société envers les enseignants du privé. Certes, des efforts sont faits, efforts que nous saluons au passage, mais nous souhaiterions néanmoins avoir plus d'implication de la part de nos autorités pour assurer un suivi et une application effective des décisions prises. 51% des élèves sont orientés dans les établissements privés. Il est alors nécessaire, selon la tutelle, d'avoir un capital humain bien formé. Aujourd'hui, si les acteurs du secteur public de l'éducation bénéficient des formations adéquates, il n'en était pas de même pour les acteurs du secteur privé. Et pourtant, les établissements privés, notamment ceux du secondaire, sont 2 fois plus nombreux que les établissements publics du même ordre et comptent plus de la moitié des effectifs des élèves sur ce segment. Pour l'édition 2019, ce sont 275 directeurs d'école, 654 éducateurs et 4169 enseignants du préscolaire, primaire et du secondaire qui ont pris part à cette session de formation. De 2011 à 2019, plus de 23 000 acteurs de l'éducation dans le privé ont été formés. Vous en êtes certainement rendu compte, le reportage de Sephora Zegui a été dit pour vous par Grace Kando. Quel est l'impact des progrès technologiques dans la pratique du journalisme? La question a fait l'objet de réflexions jeudi dernier à l'Université de l'Atlantique d'Abidjan. Les professionnels des médias qui y étaient réunis avaient pour objet de créer une plateforme de concertation autour des effets des TIC sur le traitement de l'information. Le reportage de Jean-Marc Djadji dans un récit de Issa Chonayo. Échanger des expériences et développer des compétences pour un meilleur devenir du journalisme à l'ère des technologies de l'information et de la communication, TIC. C'est le but de l'ouverture de ce colloque universitaire international organisé par l'Institut de communication et de journalisme de l'Université de l'Atlantique d'Abidjan. Thème retenu, l'impact des progrès technologiques dans la pratique du journalisme d'aujourd'hui. Vous êtes sans savoir que la question des nouvelles technologies est une question cruciale aujourd'hui. L'économie numérique gouverne le monde et donc il est important que les médias, qui sont les vecteurs de l'information, les phares de la société, puissent eux-mêmes maîtriser cette technologie. Journalistes et patrons de presse sont appelés à la maîtrise des outils numériques et de leur environnement juridique. Des propositions pour une meilleure perception de l'Afrique dans les médias internationaux ont été aussi évoquées. L'information est devenue très intrusive. Avec les nouvelles technologies, avec tout ce qu'on a comme smartphone, comme élément connecté à Internet, l'information arrive à n'importe quel moment. Donc il y a une problématique qui se pose pour un journaliste, c'est de pouvoir se demander est-ce que l'information est juste ou est-ce que c'est un fake? Au niveau de la RTI, on a créé RTI Info, qui à son tour a créé une plateforme qui s'appelle les vérificateurs, qui permet de pouvoir, lorsqu'on a une information, la checker, la vérifier. Au menu de ces échanges, une conférence inaugurale et plusieurs panels. Plus de 100 journalistes et experts en TIC sont attendus. Le colloque universitaire de l'Université de l'Atlantique d'Abidjan est à sa 4e édition. Engender Earth est une organisation non gouvernementale. En collaboration avec le CNDH, le Conseil national des droits de l'homme, l'ONG lutte contre les avortements à risque. Elle vient d'initier une session d'information à l'intention de plusieurs dizaines d'acteurs. Il s'agit de renforcer leurs connaissances et leur compréhension sur la problématique et l'accès aux soins complets d'avortement en Côte d'Ivoire. C'était en présence de Ouattara Madou Walter. En 2018, une enquête de la procréation médicale assistée PMA 2020 a révélé qu'en Côte d'Ivoire, 18% de la mortalité maternelle est liée aux avortements. Selon cette même étude, l'avortement est en forte corrélation avec les grossesses à risque, principalement observées chez les adolescentes. Les lycéennes de Yamoussoukro en sont des victimes. 61,7% d'entre elles ont pratiqué un avortement provoqué. Ce qui revient à dire qu'il faut effectivement accepter d'aborder cette question de façon franche, de discuter et de proposer des voies de solution, de sorte à ce que nous puissions arriver à réduire la mortalité maternelle de façon générale, mais également la part de cette mortalité qui est liée
aux avortements clandestins. La situation interpelle le Conseil national des droits de l'homme, CNDH. En collaboration avec l'ONG Inter-ILF, le Conseil a donc initié une session d'information relative au renforcement des connaissances de 70 acteurs sur la problématique de l'accès aux soins complets d'avortement en Côte d'Ivoire. Aussi, les Ivoiriennes qui ont-elles besoin d'avortement médicalisé. Et donc, il était bon, en tant qu'institution en charge des questions des droits de l'homme, d'aborder cette question. À la suite de cet atelier, nous allons faire des recommandations aux autorités et voir s'il faut prendre, comme à l'instar de d'autres pays, prendre un test pour encadrer, n'est-ce pas, l'avortement assisté et médicalisé. Les bénéficiaires de la présente session d'information sont des membres de départements ministériels, des organisations de défense des droits de l'homme ainsi que de la société civile. Chaque année, plus de 210 000 avortements sont pratiqués en Côte d'Ivoire, indique l'étude PMA 2020. Et pourtant, l'interruption volontaire de grossesse IVG est punie par le code pénal ivoirien. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle qui m'a aidé à le préparer. Michel Mambo, Stéphane Conan, Mamadou Fofana et Arlène Poka. À bientôt sur la chaîne qui rassemble.